Hey, salut à tous. Je viens vous voir dans la première vidéo de la chaîne Livre d'Histoire pour vous faire une revue des derniers bouquins que j'ai lus, que j'ai énormément apprécié. Il y en a un où je suis un peu en demi-teinte parce que je vous expliquerai pourquoi, mais qui néanmoins est excellent. Mais bon, je reviendrai là-dessus. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du thriller, il y a du fantasy steampunk et il y a du contemporain, moderne contemporain. Oui, moderne contemporain. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Dear Martin de Nick Stone aux éditions Crown. Donc c'est un bouquin en anglais. Il n'a pas encore été traduit en français, donc j'espère que ça va se faire très très prochainement parce que c'est une bombe, c'est une tuerie. C'est vraiment un très 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 bon bouquin. Et je vous conseille, si vous vous sentez de le lire en anglais, si vous avez un niveau plutôt correct, allez-y, c'est vraiment excellentissime. Donc de quoi ça parle, Dear Martin? Dear Martin, c'est l'histoire de Justice McAllister, qui est un jeune Afro-Américain de 17 ans, qui est né dans un quartier un peu ghettoisé. C'est un jeune Afro-Américain donc qui intègre une excellente école, pas très très loin de chez lui, car sa mère a tout fait pour qu'il intègre cette très très bonne école. Donc, Justice intègre une excellente école très près de chez lui, mais où la représentation afro-américaine est très moindre. Il n'y a vraiment que la classe dominante blanche qui est là-bas. Et donc, il a quand même énormément d'amis. Il a un très très bon ami, son meilleur ami qu'il s'est fait là-bas, qui s'appelle Manny, Emmanuel, mais qui s'appelle Manny, qui lui aussi est afro-américain, mais qui lui n'a pas du tout grandi dans les ghettos comme Justice, parce que lui fait partie d'une classe ultra privilégiée. Ses parents ont une excellente situation, sa mère est docteur et son père est vice director d'une très très grande entreprise. Donc lui, Manny, il a toujours été depuis l'école maternelle, depuis la crèche, avec les enfants de l'école qu'il fréquente. Donc l'histoire démarre sur un fait divers, si je puis dire, une anecdote. Donc Justice sort avec une jeune métisse qui s'appelle Melo. Il sort de chez Manny et il trouve Melo sur le trottoir, complètement ivre, les clés à la main, qui décide de rentrer chez elle en empruntant sa voiture. Donc lui il dit mais ni une ni deux c'est pas possible. Donc il va voir Melo, il la conjure de lui donner les clés, etc. Elle refuse parce que ils ont cassé entre temps. C'est une relation un petit peu alambiquée. Donc là ils sont plus ensemble, mais elle lui en veut un petit peu pour les raisons dont on se fiche complètement. Et donc il décide que non, il va pas la laisser comme ça sur le trottoir, il est hors de question qu'elle mette sa vie en danger, donc il prend les clés de sa voiture et il décide de la ramener chez elle. Pour ce faire, il l'installe sur la banquette arrière, et il est en train de lui attacher la ceinture de sécurité pour pouvoir ensuite lui la ramener chez elle quand débarque la cavalerie. Sur ce arrive la cavalerie, qui ne pense qu'une chose, c'est que Justice veut faire du mal à cette jeune fille et lui piquer sa bagnole. Donc, ni une ni deux, il le coffre. Alors, Justice a beau essayer de s'expliquer, qu'il connaît la jeune fille, qu'il ne fait rien de mal, qu'il est innocent, voilà. Il est emmené au poste de police. De là arrivent les parents de Manny, qui ne sont pas n'importe qui, et ils ont beau expliquer à la police et donc au sergent Castillo, qui est un petit peu le gars qui a arrêté Justice, que c'est un gamin très droit, qui a aucun problème, que c'est un grand malentendu. Eh bien, non, il reste en cellule pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'il se fasse relâcher. Et là, Justice, il a une révélation, quoi. Il se dit, parce que on nous explique quand même que c'est pas rose, qu'il y a énormément d'événements qui se passent, qu'il y a énormément de jeunes Afro-Américains qui se font tuer, souvent, dans des situations très obscures. On sait pas trop, excusez-moi, j'essaie de caler, on sait pas trop dans quelles conditions ça s'est fait. Il y avait jamais des témoins. Les policiers disent toujours que oui, il avait un revolver, oui, il était armé, oui, c'est de la légitime défense parce qu'il était en train de me pointer, etc. Et c'est très très flou parce qu'il n'y a jamais aucun témoin, il n'y a jamais aucune arme qui a été retrouvée, bref, mais c'est très très d'actualité, hein, donc, et il a été écrit en 2016, hein, donc c'était bien avant ce qui s'est passé avec George Floyd par exemple, ou même le petit gamin qui s'est fait shooter parce qu'il faisait du jogging.
dans la rue et que le policier s'est dit un noir qui court de bon matin, c'est pas normal. Je vais aller m'occuper de ça tout de suite. Enfin, c'est hallucinant. Mais avant George Floyd, il y en a eu des milliers, et après George Floyd, malheureusement, ça continuera. Donc, du coup, Justice, il commence à se poser des questions, à se dire, mais attendez, enfin, c'est pas normal. Il y a quelque chose vraiment d'anormal dans ce pays, dans cette communauté. Pourquoi est-ce qu'on est stigmatisé sans arrêt comme ça? Pourquoi est-ce que rien que le fait de voir une personne noire, ça engendre des réactions aussi négatives que... Suite à ça, Justice va entreprendre une sorte de projet, c'est-à-dire qu'il va faire des lettres comme s'il correspondait avec Martin Luther King, d'où le titre Dear Martin, puisque chacune de ces lettres commencera par Dear Martin. Et il lui expose ce qui s'est passé dans sa vie, il lui expose ses dilemmes, ses pensées, ce à quoi il est confronté chaque jour, et à chaque fois, il lui dit, mais comment est-ce que toi tu aurais fait? Comment est-ce que toi tu aurais réagi? Comment est-ce que toi, à ton époque, tu as fait pour que ce soit ça, ça, ça et ça? Et voilà. Et ça, c'est censé l'aider dans sa démarche et à y voir un peu plus clair. En parallèle de ça, Justice suit dans son lycée un cours de débat avec son professeur qui s'appelle Doc, avec une jeune juive blanche qui s'appelle SJ, avec Manny et avec plein d'autres copains à lui et des copains d'enfance de Manny. Et là, donc, des débats autour des actualités qui font rage, c'est-à-dire, il y a un jeune noir américain de 17-18 ans qui vient de se faire tuer, abattre par un policier, alors que l'affaire est très très floue. Et donc un débat arrive comme ça en disant est-ce que vous pensez que les Noirs américains sont les égaux des Blancs aujourd'hui en Amérique? De là, Jared, qui est l'un des meilleurs amis d'enfance de Manny, dit non mais pas du tout, mais c'est bon maintenant, ça c'est du passé, l'esclavagisme c'est fini, les Noirs ont autant de droits que les Blancs, il faut arrêter avec ça, avec cette stigmatisation, bref. Et donc SJ, qui est une jeune fille très animée, très passionnée, lui dit mais attends, mais avec un langage pas toujours très très fleuri, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais tu dis n'importe quoi. Mais évidemment qu'il y a toujours cette espèce de racisme latent et parfois moins latent, très très représentatif. Et donc les débats se font comme ça, et Justice, lui, il reste un petit peu en retrait en se disant mais bon, moi je m'en pas mêlé, je me mêle pas de ça, mais c'est vrai que c'est vraiment un peu bizarre quand même. Et puis il se trouve que Justice a les résultats, il est accepté à l'université de Yale. Et là, Jared, il pète un plomb en disant moi, je voudrais réouvrir le débat. Je ne trouve pas normal que toi, Justice, tu sois accepté à l'université de Yale, alors que moi, je ne le suis pas. Et donc, ils comparent leurs notes, ils comparent leurs résultats, ils comparent leur parcours, et il se trouve qu'ils ont quasiment le même parcours. Sauf que Justice a été accepté à Yale, et Jared, pas encore. Il n'a pas été refusé, mais il n'a pas encore eu son approbation. Et du coup, Jared, il voit rouge. Il dit, attendez, ça, c'est une discrimination envers les Blancs. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont un quota de communauté, etc., qu'ils doivent accepter. Donc lui, il voit complètement rouge. Et il commence à s'apercevoir que les copains de Manny, ils ont des propos anormaux. C'est pas normal. Il y a certains discours qu'ils tiennent sur le ton de la camaraderie et du allez on déconne, qui sont complètement racistes, qui sont absolument pas normales, qui n'est absolument pas normal d'entendre. Et Justice se rend compte de ça et il en parle à Manny. Mais Manny, il est embrigadé là-dedans, il est né là-dedans, il a toujours entendu ce genre de réflexion, et pour lui, non, mais c'est bon, il déconne, t'inquiète pas, mais non. Et Justice dit, mais non, c'est pas normal. Et petit à petit, le livre va, voilà, je vais pas en dévoiler plus, parce que le but du jeu, c'est de le lire quand même. C'est Justice qui se rend compte et qui essaye de faire prendre conscience à Manny que il y a des réflexions, il y a des attitudes qui sont complètement anormales et qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Donc voilà, et donc dans ce livre, il y a deux parties, part 1 et part 2.
Et à la fin de la partie 1, c'était juste à partir de là. Bon, alors ce livre était hyper intéressant. Toute la partie 1 était hyper intéressante. Mais alors la partie 2, j'ai pleuré du début de la partie 2 à la fin de la partie 2. Et c'est vraiment... mais ça m'a vraiment pris aux tripes, quoi. C'était vraiment... Et puis c'est une réalité. Le pire, c'est que ce livre-là est une fiction, mais elle peut partir de n'importe quelle réalité, en fait. Enfin, c'est une histoire parmi tant d'autres, voilà. Et c'est vraiment un très très bon livre. Il est très bien écrit, il est simple, il est limpide, il est hallucinant. Et ça nous fait vraiment prendre conscience de la vie, moi en tant que femme blanche privilégiée dans un pays européen, occidental, ça me fait, je n'ai jamais réellement pensé à ce genre de choses. J'ai toujours été libre, j'ai jamais été poursuivie pour quoi que ce soit, pour délit de sale gueule ou quoi que ce soit. Et ça montre vraiment que la vie n'est pas facile pour tout le monde et que c'est difficile. Même le père de Manny, donc le vice director, Monsieur Rivers, il leur dit, moi je suis vice director, mais qu'est-ce qu'il m'a fallu pour en arriver là? Il a fallu que je me batte, il a fallu que je prouve, il a fallu que je fasse 4 fois plus de chemin, il a fallu que je fasse 4 fois plus mes preuves pour en arriver là. Et même là où je suis, il y a encore des stagiaires qui se permettent dans mon dos de faire des réflexions racistes. Ou si elles sont pas racistes, elles frôlent vraiment le racisme, et du coup, si ça frôle le racisme, c'est que c'est raciste. Du coup, voilà, et c'est cette espèce de vie au quotidien, des espèces de petits clous quotidiens comme ça, qui se prennent chaque jour, et qui expliquent aussi le phénomène de gang. Donc ils expliquent aussi le phénomène de gang, comment est-ce que les gangs... pourquoi est-ce que en gros les gangs existent? C'est un système de protection parce que seuls ils sont hyper vulnérables, et que le fait d'être en groupe, en clan, eh bien ça les protège tout simplement. Et puis que de toute façon, comme c'est mal barré pour eux dans la vie, et que même si ils se défoncent à fond, rien n'est jamais acquis, et tout peut une allumette et tout flambe. Ce livre est à lire, vraiment. Donc si vous vous démerdez en anglais, prenez-le. Si vous pensez que vous savez pas trop, essayez-le. Essayez-le en e-book. Moi, j'aime pas du tout les e-books. Je vous recommande quelque chose que je ne lirai jamais, mais voilà, essayez de voir peut-être que il est disponible en essai, voir si le niveau d'anglais vous convient. Je sais que sur Amazon, des fois, parfois, enfin même tout le temps, quand ce sont des livres en anglais, ils mettent un large extrait qui vous permet de lire au moins une page ou deux et de vous rendre compte de l'accessibilité de la littérature. En tout cas, si vous pouvez, lisez ce livre. S'il sort en français, j'essaierai de faire un petit update pour vous prévenir, mais vraiment, ce livre, il est extraordinaire. Je continue ce point lecture avec 3 livres. Alors j'avais envie de dire une trilogie, mais étant donné qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis, ça ne s'appelle plus une trilogie. Donc les 3 premiers tomes d'une sorte de saga, dont l'auteur est, alors je vais commencer par le premier quand même, dont l'auteur est M.J.R. Lidge, je vais essayer de le dire correctement, et qui s'appelle Amstramgram. Donc en fait, donc les 3 premiers livres sont Amstramgram, le deuxième Il court, le furet, et le troisième La maison de poupée. Ces 3 bouquins, en fait, sont 3 enquêtes indépendantes, mais qui ont le fil rouge, le fil commun, c'est le commandant Ellen Grace, qui est commandant de police à Southampton, et commandant extraordinaire, et donc qui va résoudre des enquêtes. Donc à chaque fois une enquête différente, mais vraiment avec un fil rouge. Alors parce que moi j'ai commencé par lire La maison de poupée, et j'ai bien compris en lisant La maison de poupée, mais il était trop tard parce que j'étais déjà arrivée quand même à... voilà, j'étais vraiment dedans et c'était hyper intéressant, donc j'avais vraiment pas envie de le lâcher, mais j'ai bien compris que je connaissais le nom du meurtrier de celui-là. C'est-à-dire que, donc après celui-là, donc j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai surkiffé, j'aime énormément les traitements. Haletant, c'est vraiment, on a vraiment envie de connaître la suite, et puis le fait que le rythme est extraordinaire. Et pourquoi le rythme est extraordinaire? Parce que ce sont des chapitres qui sont extrêmement courts. Voilà, donc ça c'est un chapitre. Parfois c'est à peine plus long, donc voilà, mais hop, ça s'arrête tout de suite. Donc le fait que les chapitres soient extrêmement
extrêmement court, et ben le rythme il s'arrête jamais quoi. Et même si on passe d'un point de vue du meurtrier, d'un point de vue de la victime, d'un point de vue de Ellen Grace, ça, les chapitres sont tellement courts qu'en fait il y a un rythme qui est hyper haletant et c'est un vrai page turner quoi. C'est qu'on n'a pas envie de le lâcher. Le problème c'est qu'en ayant commencé celui-ci parce que j'avais pas fait attention, après je me suis renseignée et j'ai bien vu que il y avait une suite. Je connaissais le nom du meurtrier de celui-ci. Donc ne faites pas la même erreur que moi. That's number 3. Ça c'est le numéro 1. Donc du coup, mais c'était pas grave parce que donc entre temps j'en ai lu d'autres. Je les ai pas lus à la suite. J'ai justement voulu un peu éloigner ça. Mais bon, je savais quand même qui était le meurtrier. Mais du coup, le fait de le savoir, c'est comme quand vous lisez un livre et que la fin vous fait ah et que vous avez absolument envie de le relire pour connaître toutes les ramifications. Du coup, moi, j'avais pas besoin de le relire, connaissant déjà le meurtrier, et je pouvais déjà faire toutes les ramifications et du coup, c'était quand même intéressant. Et évidemment, c'est bien mieux de ne pas connaître le nom du meurtrier et d'avoir le ah à la fin. Bref. Ici, c'est l'histoire donc d'un meurtrier qui enferme 2 personnes qui se connaissent extrêmement bien. Donc, soit une mère et une fille, soit un amant et sa femme, enfin sa copine, soit 2 collègues, qui les enferment ensemble, qui les dans une pièce complètement fermée, complètement où il n'y a absolument aucune chance de s'échapper. Ici, c'est le fond d'une piscine. Et qui les laisse littéralement mourir à petit feu de faim, de soif, de froid, de chaud, de toutes les conditions météo qui puissent être, avec un flingue au milieu de la pièce, une balle, un téléphone qui se décharge tout de suite après le premier message téléphonique en disant voilà, celui qui voudra sortir vivant, il faudra qu'il abatte l'autre, voilà, tout simplement. Et donc, cette histoire, voilà, elle démarre comme ça. Il court le furet. C'est l'histoire, donc, d'un meurtrier qui tue ses victimes. Jusque-là, tout va bien. Et la particularité, c'est qu'ils sont torturés et que le cœur leur manque. Voilà. Et le troisième, la maison de poupée. Un couple avec leur chien sur la plage déterre un cadavre qui a été extrêmement bien conservé de par le fait qu'il était enfoncé dans le sable avec l'humidité, avec le sel. Et donc du coup, c'est un cadavre qui est pratiquement intact malgré le fait qu'à l'autopsie, il est 3 ou 4 ans d'âge. Et en même temps, il y a des disparitions qui se passent, etc. Donc une nouvelle enquête. Donc 3 enquêtes différentes, mais le fil rouge du capitaine Ellen Grace et qui elle aussi a ses démons et que je trouve extraordinaire. Donc le dernier ouvrage que je voulais vous présenter, c'est ce splendide livre, La gardienne du chardon de Lauren Bell, ou Lauren Belles, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Les Trois Nornes. Donc, l'autrice, c'est la fondatrice de la chaîne Les mots de l'imaginaire sur YouTube, une chaîne que j'adore. Donc, si vous aimez la fantasy et tout ce qui se rapproche de la fantasy, c'est vraiment une très très grande youtubeuse. Moi, j'aime beaucoup sa façon de disséquer les livres, sa façon de les interpréter. Elle se renseigne énormément, elle fait un grand travail. C'est une littéraire à la base, donc moi j'aime beaucoup. Spéciale dédicace à toi toute seule. Et donc du coup, Les Trois Nornes, c'est sa maison d'édition. Donc elle vient de créer sa maison d'édition Les Trois Nornes, et La gardienne du chardon, c'est son premier roman qu'elle s'est auto-édité, puisque c'est pas une auto-édition, puisque c'est une vraie maison d'édition. Bref, donc voilà, donc je suis très très contente pour elle. La couverture est juste magnifique, avec le titre qui est un peu embossé comme ça. Il est vraiment splendide, c'est vraiment un très 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 beau travail éditorial, il est vraiment magnifique, avec les chapitres, avec des petites décorations dans la tête de chapitre, et voilà. Et après, les chapitres sont subdivisés avec les personnages. Donc là, c'est Jensen, dont on va parler un petit peu. Là, c'est Isobel, le personnage principal. Et voilà. Donc c'est vraiment un très bel objet livre, et c'est vraiment un coup de pouce aussi à donner pour un premier roman, et c'est un très très bon premier roman. Donc de quoi ça parle? C'est une uchronie. Ça se passe dans le Londres de 1887, qui ne s'appelle pas Londres puisque c'est une uchronie, qui s'appelle
Londinium sous le règne de la reine Victoria en 1887, donc 19e siècle, en plein dans le steampunk, la révolution industrielle. Donc c'est rempli d'automates, d'animaux animés, etc. etc. Le monde a changé parce que ont été révélées au monde des sources. Des sources, ce sont des entités puissantes qui peuvent donner, puissantes et intelligentes, qui peuvent donner aux humains les pouvoirs. Donc au début, il y a eu des pactes qui ont été scellés et petit à petit, la reine Victoria s'est aperçue que les sources donnaient tellement de pouvoir quand on les assimilait que ça rendait immortel. Donc, le but de la reine Victoria, c'est de chasser les entités, de chasser ces sources pour se les accaparer, pour se les assimiler et pour continuer à devenir éternelle. Parce qu'elle n'est pas éternelle, elle est éternelle si elle continue à emmagasiner les sources. Donc les sources se cachent depuis. Donc c'est un livre qui est quand même assez compliqué. C'est un tome 1, il y a un tome 2 qu'elle est en train d'écrire. Et là, c'est vraiment... ça pose le décor, mais voilà, ça part aussi un peu dans tous les sens. Donc, Londinium 1887, le palais de Buckingham s'appelle le palais suspendu, parce qu'à un moment... Le palais s'est surélevé à quelques centaines de mètres et est rattaché au sol par des chaînes. Et certains humains ont des pouvoirs, d'autres non, dû à ces sources. Et certaines sources se cachent dans des humains, donc bien cachés, et que Victoria pourchasse absolument. Donc les humains qui sont habités par ces sources doivent se tenir cachés un maximum parce que sinon c'est torture pour extraire la source et donc mort par décapitation ou autre de l'humain hôte de la source, et la source extraite et transformée pour être assimilée par la reine Victoria. Donc, au palais suspendu est réunie toute l'aristocratie anglaise et autres, puisqu'il y a même une jeune pupille de Napoléon qui est là-bas. Et donc ça, c'est le cadre qui est posé dans lequel va se passer l'histoire. Donc l'histoire, c'est tous les aristocrates et tous les enfants d'aristocrates doivent faire leur classe à Buckingham pour passer une espèce d'examen qui leur permettra de dire s'ils sont capables d'assimiler leurs pouvoirs et d'être capables de les contrôler. Sinon, on les leur enlève et ils n'auront plus jamais accès à leurs pouvoirs. Donc, on suit Isabelle Galloway, qui est une héritière de la maison d'Écosse. Elle a un frère et une sœur, et cette sœur vient d'être retrouvée morte, suicidée, suite au fait que ses fiançailles ont été rompues avec l'héritier Jensen, le fils de Victoria, héritier éternel, puisqu'il n'est jamais voué à régner, étant donné que Victoria est éternelle. Donc si elle est éternelle, elle ne s'éteindra pas, et si elle ne s'éteindra pas, il n'y aura pas de descendance. Donc Jensen est cet héritier éternel qui sait qu'il ne régnera jamais et qui a une relation très très ambiguë avec sa mère. Et du coup, Victoria, pour rétablir des relations avec la Russie, a rompu les fiançailles avec l'une des héritières écossaise, Blair Galloway, et du coup elle se serait suicidée par dépit amoureux. Donc voilà le plot. Mais Isabelle n'y croit absolument pas et veut éclaircir cette histoire et redonner crédit à sa sœur et savoir véritablement qui l'a tuée. Donc tout ça sur fond de magie, de pouvoir. Concernant l'écriture, c'est un très bon roman qui est très très bien écrit. Par contre, je dirais qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Voilà, l'écriture est extrêmement complexe. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, notamment dans la première partie du bouquin, de relire la même phrase plusieurs fois, mais plusieurs, genre 3, 4, 5 fois, avant de l'assimiler et de comprendre véritablement ce qu'elle voulait dire. Parce que le sujet ne se référait pas du tout à la suite de la phrase et je comprenais rien du tout. Et c'était vraiment hyper compliqué. Et comme l'autrice, je crois que je l'ai déjà dit, Lauren Bell est une youtubeuse, j'ai pu converser un petit peu avec elle, échanger un tout petit peu avec elle via Instagram, et donc elle m'a dit que la façon dont elle avait écrit son livre, elle voulait que ce soit représentatif d'une plume du 19e siècle. Alors certes, c'est extrêmement bien écrit, c'est une écriture vraiment qualitative, mais l'écriture est quand même
hyper complexe à comprendre, il faut aussi reprendre plusieurs fois. C'est pas une lecture doudou qu'on peut dire pour se décharger le soir, allez, je me plonge dans un bon bouquin et j'oublie tout, et voilà, il faut vraiment être concentré, elle requiert de la réflexion, elle requiert de la concentration, et donc voilà, c'est pas une lecture simple, et il faut être averti avant de... Voilà, moi je le savais, puisqu'elle l'avait dit sur sa chaîne, puisqu'elle fait son auto-coup de pouce, ce qui est complètement normal, elle avait dit que c'était un livre qui était quand même compliqué, et moi je le easy peasy lemon squeezy, et en fait pas du tout, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Alors ça va beaucoup mieux après la première moitié, non pas qu'il y ait des parties, hein, mais ça va beaucoup mieux dans la suite du roman. Alors soit parce que je me suis habituée, soit parce que voilà, c'est devenu plus simple, je sais pas, mais c'est vrai qu'au début c'était compliqué et il faut être averti et ne pas lâcher. Quant à l'objet livre, eh ben voilà, il est magnifique. C'est vraiment un très bon livre que je vous recommande. Si vous aimez le steampunk, si vous aimez la fantasy, c'est un très bon premier roman et je vous le conseille. Voilà. Je vais donc terminer cette vidéo en vous présentant les livres que j'ai reçus aujourd'hui. Donc ce sont 2 livres que j'ai commandés chez Momox, qui est donc un site de... livres d'occasion que je tape vraiment énormément moins cher. Donc je ne prends ces livres-là que lorsqu'il y a marqué en bon état ou très bon état. Et en général, c'est vraiment le cas. Donc le premier que je vous présente, c'est Le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido dans le livre de poche que j'ai dû... qui coûte 8,60 € et que j'ai dû payer 2 € et quelques sans frais de port. Et donc en gros, c'est un policier au temps du Moyen-Âge chinois. Alors, tout ce que j'aime. J'ai eu ma période Chine, Empire chinois quand j'étais ado. J'adore les thrillers, donc l'un dans l'autre ne peut être que extraordinaire. De plus, c'est un roman qui est salué par la critique, un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes, et tiré d'une histoire vraie. Donc ce serait l'histoire en gros du premier médecin légiste de notre histoire. Enfin de notre histoire, oui, de notre histoire. Du coup, ça promet d'être hyper intéressant et je reviendrai vers vous dès que je l'aurai lu, terminé, apprécié, digéré. Voilà, donc pour le premier. Et le second que j'ai reçu en excellent état aussi, c'est La Croisade éternelle, le tome 1, La prêtresse esclave de Victor Fleury aux éditions Bragelonne. Donc voilà, donc le livre, donc il coûte à l'origine 22 € et je crois que je l'ai payé 5 ou 6 €. Voilà, pas plus cher. Et donc voilà, il est extrêmement beau. Pourquoi j'ai acheté le tome 1? Puisque le tome 2 vient de sortir. La croisade éternelle, le tome 2, La prêtresse guerrière, et que j'en ai entendu énormément de très très bonnes critiques, donc je voulais absolument le lire. Et donc il n'existe pas donc encore en occasion, puisque il vient tout juste de sortir, mais du coup je me suis procuré le tome 1 en occasion, et ce qui me fait un relativement beau rapport qualité-prix. Donc je vais pouvoir enchaîner les lectures. Voilà, donc dites-moi si cette première vidéo vous a plu. Nous sommes vraiment dans une démarche constructive ici, donc vraiment les critiques constructives sont les bienvenues à partir du moment où on reste courtois, où on reste serein, calme, où tout se fait dans la joie et la bonne humeur. Moi je suis prête vraiment. Est-ce que le débit est trop rapide? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimeriez voir d'autres choses? Est-ce que voilà, moi c'est important pour que je puisse faire de meilleures vidéos qui vous plaisent. Et du coup, voilà, tout ça, je répète, dans la joie et la bonne humeur, sinon c'est poubelle, tout de suite. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, qui sait à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.